de footballeur professionnel à recruteur en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Norme. Je suis aujourd'hui avec Christian Curel. Salut Christian. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Ouais, un peu stressé. Non, ça va. Non, ça va. Merci en tout cas de nous accueillir dans tes locaux, ici à Frontignan, pas très loin de Montpellier, de ta société Prism. On en reparlera. Mais pour lancer cet épisode, peux-tu nous dire qui tu es ? Alors, je suis Christian Curel. Ouais. Je suis entrepreneur. Ouais. Je suis dirigeant et fondateur de la société Prism, là dont tu as parlé. Et j'ai beaucoup d'autres fonctions, on va dire, dans du bénévolat, divers et variés, toujours centré quand même sur l'économie et sur la partie française. Ouais. Donc, puisque je suis à la fois, alors on va commencer par ça, président d'une association qui s'appelle Leader Montpellier, qui est qui est le cluster des entreprises en croissance de l'Hérault. Ouais. Je suis président du syndicat national des fabricants de masques, donc enfin par extension des produits sanitaires français. Donc c'est toute la filière qui s'est montée en 2020 pour assurer une souveraineté des approvisionnements dans la partie sanitaire. Okay. Je suis au comité exécutif national de la French Fab, okay, donc de la partie fabrication française. Et je suis quand même pas mal impliqué dans la santé puisque je suis vice-président du cluster santé et pas mal actif sur cette thématique dans nos territoires. Cluster santé du territoire ici de l'Occitanie, donc qui s'appelle Biomed Alliance. Ok, ça, voilà. Et après, j'ai un peu de bénévolat à droite et à gauche, mais notamment à la Fondation pour la recherche médicale. C'est déjà pas mal quand même, déjà en termes de... C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. J'ai pas beaucoup de temps, effectivement. Alors, est-ce qu'en démarrant ta carrière, tu imaginais faire ce que tu fais aujourd'hui ? Bien entendu, non, mais je dirais qu'il y a 5 ans, je pensais pas non plus faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis, sûrement, il y a 10 ans, je pensais pas faire ce qu'il y avait il y a 5 ans. On sait tous que... Enfin, je sais pas qui est capable de dire ce que sera sa vie dans quelques années, mais en tout cas, moi, je suis pas capable non plus de savoir ce que je ferai dans 5 ou dans 10 ans. Mais néanmoins, il me semble que tu as démarré assez tôt ta carrière professionnelle, déjà dans l'univers de la santé, il me semble, durant tes études, c'est ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai toujours travaillé que pour mon compte, puisque j'ai créé ma première entreprise quand j'étais étudiant. Et donc, je n'ai jamais travaillé ailleurs que dans une de mes entreprises. Et qui vit encore d'ailleurs, qui s'appelle I2A. Oui, exactement. Juste pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, que fait I2A, la société que tu as montée il y a combien d'années maintenant ? Eh bien, en 1988. Wow, donc, okay. Nous sommes créés en 1988. Nous avons été une des premières entreprises hébergées par le centre d'innovation de BIC de Montpellier. En fait, on n'a pas eu le droit d'y aller tant qu'on avait un statut étudiant, donc on était dans mon garage en attendant. C'est vrai ? Ouais, exactement. Donc on était quand même suivi par un chargé de projet, mais du coup on n'avait pas le droit de s'installer physiquement dans les locaux de Cap Alpha tant qu'on avait le statut étudiant. Donc je crois qu'on s'est installé le 1er septembre. Ah, c'est incroyable. Alors qu'on avait décidé de créer la boîte l'année d'avant. Excellent. Donc les débuts ont été dans ton garage. Ouais, voilà. C'est excellent. Exactement. Et ça, tu l'as cofondé ou tu étais le... Non, je l'ai cofondé avec mon épouse et un de mes amis qui sont toujours qui dirigent toujours I2A. I2A. Ce que je ne fais plus compte tenu de mes activités. Et l'activité d'I2A ? Alors, c'est une société en diagnostic en microbiologie. D'accord. Notamment très spécialisée dans la détection des résistances des bactéries aux antibiotiques. D'accord. Voilà. Et donc là, avec beaucoup de produits innovants, beaucoup d'intelligence artificielle dès 1988. Ah, dès 1988, il y avait déjà de l'intelligence artificielle. Ah oui, nous on a attaqué directement et Jean-Philippe, qui est l'associé, c'est lui qui a écrit le langage orienté objet de Prolog. Donc c'est le premier langage orienté objet qui a existé, c'est lui qui l'a écrit. Wow. Voilà, pendant qu'il était étudiant aussi. Hein. Mais comment te vient l'idée de monter I2A ? Tu as fait des études ou pas du tout dans cet univers ou... Alors en fait, on a fait des études informatiques. Ok. Mais en même temps, on faisait un DEA d'intelligence artificielle et un DEA de base de données. Et dans la partie IA, comme il avait travaillé chez Prolog, il avait fait ce fameux
enfin ce fameux langage orienté objet, on avait décidé de modéliser toute une partie de maladies infectieuses avec l'assistance publique de Marseille, où il devait y avoir un prologue. Et puis prologue s'est retiré, et donc on n'était plus que les étudiants, mais on a quand même mené le projet, et donc on a fait pendant presque 2 ans toute une partie de modélisation de comment on diagnostique une infection, non plus à l'aide d'un livre, etc., mais directement à partir d'un logiciel, et comment on va... et donc on est parti là-dedans, et donc, le but c'était de modéliser vraiment dès l'arrivée de patient chez un médecin jusqu'à son suivi d'antibiothérapie. On n'a pas tout fait dans les études, mais on a fait une partie des choses et on a créé après I2A sur une partie qui nous paraissait assez essentielle sur les labos, qui était justement les détections des résistances des bactéries aux antibiotiques, qui sont un problème de santé publique majeur aujourd'hui au niveau mondial et qui déjà à l'époque, dans nos CHU, commençait déjà à avoir des cas compliqués. Donc en fait, vous avez pris une partie de la chaîne de valeur, ouais. En tout cas pour installer votre technologie, votre... Ouais, en fait, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu drôle parce que on était que sur Mac sur la partie quand on était étudiant pour modéliser tout ça. Et puis quand on a décidé de créer l'entreprise et de ne travailler que sur... donc on a redéveloppé qu'une partie, on a changé de langage, on a changé d'environnement, on s'est mis sur PC, et donc on a développé que des outils qui nous servaient que sur cette partie-là, voilà. Et donc, puis après on a rajouté les traitements d'images, les réseaux neuronaux par la suite, etc. pour une partie d'automatisation. Donc globalement, en tout cas, les clients d'I2A sont des labos. Alors les clients d'I2A sont effectivement les laboratoires d'analyse médicale, soit hospitaliers, soit privés. D'accord. Voilà, et I2A, enfin depuis a beaucoup évolué, parce que il y a toute la gamme d'automatisation, il y a toutes les détections d'épidémies, il y a tout le suivi des bactéries multirésistantes. Donc I2A, enfin je m'occupais de l'innovation, c'est une quinzaine de brevets, c'est 80% du marché français, c'est etc. I2A, vous avez 80% du des marché hôpitaux, ouais, et pratiquement toutes les plateformes privées. Waouh. Et donc tu démarres ça, vous êtes 3, hein? On est 3, ouais. Et aujourd'hui, I2A, c'est... Et aujourd'hui, il y a une centaine de personnes. Et qui dure depuis plus de 20 ans. Depuis ça, ouais, exactement. C'est un super succès. Ouais, bon, incroyable. Ouais, super. Enfin, quelques à-coups derrière, notamment, on voulait entrer en bourse en 2016 et on s'est fait bloquer au dernier moment, donc ça a été une période. Pour quelle raison vous êtes fait bloquer? On est passé par un broker, enfin on avait 2 brokers, il y en a un qui s'est retiré parce que il y avait conflit d'intérêts, on a gardé avec un autre, et en fait cet autre on le savait pas, était conseiller privé d'un de nos concurrents. Donc il a bloqué l'entrée en bourse. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais. Et tu disais, il y a un vrai sujet de santé publique derrière. Sur la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est sûr. Ouais. Parce que moi, j'ai bien étudié toute la partie mondiale, notamment je faisais quelques conférences en Chine, etc. Et clairement, voilà, il vaut mieux être chez nous qu'en Chine. Et il vaut mieux être en Chine qu'en Inde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tout cas, les Français consomment. Comment on peut le dire? Les Français consomment beaucoup trop d'antibiotiques. Okay. Mais ça, c'est lié aux prescriptions. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour améliorer ça. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos systèmes. Hein. Enfin, ce que j'ai dit nous, parce que c'est les systèmes que j'ai conçus, où effectivement, notre système global, qui s'adapte d'ailleurs avec toutes les machines, hein, les nôtres et les autres, est capable de rendre les antibiotiques qu'il faut utiliser et que cela. Donc, du coup, ça permet effectivement aux cliniciens d'être aidés, mais surtout de pas pouvoir prescrire n'importe quoi. Mais voilà, mais ce qu'on fait nous, c'est une chose, mais ce qui est fait dans d'autres pays, c'est encore pire, quoi. Donc, or, le premier facteur d'augmentation des résistances, c'est la prescription. Là, tu pointes du doigt nos médecins, non? Ben, plus on prescrit d'antibiotiques, plus on sélectionne de bactéries résistantes. Donc, ça veut dire qu'il faut non pas interdire de prescrire, mais il faut prescrire quand il y en a besoin et prescrire les bons antibiotiques. Voilà, mais on pourrait en parler pendant toute la journée. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est un problème vraiment majeur. Faut bien voir qu'aux États-Unis, vous avez des germes multirésistants. S'il y a une épidémie, qui peuvent tuer jusqu'à 50% des personnes qui ont chopé le germe. Et on est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le corps a déjà... Parce qu'ils n'ont pas de traitement contre ces multirésistances. Il y a des multirésistants chez qui on n'a pas de traitement. Donc tu as un germe multirésistant et on essaie de te mettre des doses d'antibiotiques, etc. Mais s'il n'y a rien d'actif, il n'y a rien d'actif.
Tout ça, ça vient aussi du fait que ça coûte extrêmement cher de mettre en place des antibiotiques, et les boîtes de marques pharmaceutiques se sont un peu délaissées au fur et à mesure ça, puisque ça coûte beaucoup d'argent, ça met beaucoup de temps, pour finalement des marchés qui sont assez étroits, puisqu'ils sont juste ciblés sur certaines résistances, et donc ils ont préféré mettre de l'argent au niveau business sur des pathologies. Il y a beaucoup plus d'abord c'est un tout petit peu moins lourd, mais des pathologies comme Alzheimer, le diabète, etc., où là effectivement les marchés leur rapportent beaucoup plus. Du coup, on observe avec ce problème de santé publique mondiale que maintenant, ça y est, les labos sont refinancés par le public pour refaire de la recherche pour les bactéries résistantes, parce que sinon, on n'aura bientôt plus d'antibiotiques qui marcheront. À quelle échéance? Il y a une échéance? Eh bien, la projection qui a été faite, c'est d'avoir 10 millions de morts à horizon 2050 par an du fait des bactéries multirésistantes, si on faisait rien. 10 millions en France ou dans le monde? Dans le monde. 10 millions par an? Oui. C'est-à-dire plus parce que qu'il y aurait des bactéries qu'on ne pourrait pas combattre. Exactement. Wow, c'est vertigineux. Si on suit la courbe si on suit la courbe qui a été faite actuellement, c'est ça qui est projeté. Tu vois, je suis sans voix face à cette stat. Du coup, c'est une des priorités mondiales. La lutte contre les germes multirésistants est une des priorités mondiales. Et I2A, face à ce challenge, de quelle manière a évolué I2A? Enfin, t'es plus actif dans la société. Oui, mais j'ai créé tous les produits, donc je connais bien. En fait, I2A a déjà utilisé une technique de référence qui permet d'extrêmement bien détecter ces résistances. Voilà. Donc avec des technologies qui étaient très manuelles, mais qu'I2A a automatisé, et dont I2A a réduit énormément le temps de rendu de résultat. Donc grâce à l'automatisation, grâce à l'automatisation et aussi à quelques réactifs sur lesquels on a travaillé. Donc, du coup, globalement, pour avoir une idée, on passe d'un délai de combien de temps avant une identification à aujourd'hui? Ça fait le délai. Alors, on passe sur la partie résistance antibiotique, sur certains échantillons. Au lieu d'être sur 48 heures, on passe sur 6 heures. Ah oui. Voilà. Après, c'est sur des échantillons qui normalement sont stériles. Sur d'autres échantillons, évidemment, il faut faire ce qu'on appelle une culture préalable, parce que sur des prélèvements non stériles, il y a plein de choses qui poussent. Et donc, du coup, il faut faire une culture préalable pour pouvoir sélectionner les germes et à ce moment-là, lancer sur 6 heures sur la plupart des bactéries. D'accord. Voilà, donc... Et toi, pour quelle raison tu es parti enfin, je sais pas comment on peut dire ça, ou quitté, partir d'I2A? Pourquoi j'ai créé Prism? En fait, dans le cadre de Leader, on avait quelqu'un qui était à Lunel, qui m'a appelé un jour et qui m'a dit... Attends, là, tu me parles de Prism? Pourquoi j'ai quitté I2A, c'était Oui. ça c'était le déclencheur, c'était Prism, pardon. Ouais, donc en fait, pourquoi j'ai créé I2A? Bon, comme je disais, on n'a pas fait notre entrée en bourse, alors qu'on venait de faire 6 ans d'affilée à 28% de croissance moyenne. Ah ouais. Donc, du coup... exceptionnel. On avait quand même besoin de financement. Donc, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on fait rentrer des fonds? Et puis, on a choisi de faire de la bourse. D'accord. Parce qu'on voulait faire plusieurs tours après par rapport au projet qu'on avait. Parce qu'on avait des projets très innovants dans les cartons. D'accord. Et donc après, évidemment, quand on loupe une entrée en bourse, c'est pas si évident que ça. Donc on a commencé à avoir quelques divergences de stratégie. Moi, j'étais toujours prêt. Je suis un peu fonceur, donc. Je te connais un peu. Voilà, exactement. Je confirme. Du coup, voilà. Donc il y avait quelques velléités, pardon, quelques divergences de stratégie. Voilà. Alors il se trouve que du coup, j'avais laissé la direction générale. J'avais travaillé, je m'avais fait de m'occuper plus que de l'innovation. Et en fait, j'ai aidé quelqu'un. On avait quelqu'un dans Leader qui avait une boîte à Lunel, qui m'a appelé en plein confinement. Lunel qui, pour ceux qui nous écoutent, pas très loin de Montpellier. Ouais, exactement, de l'autre côté. Et là, il me présente quelqu'un que j'avais vu qui faisait des machines spéciales. Et cette personne-là c'est lui qui a inventé les machines à fabriquer les masques à bec de canard. D'accord. Voilà. Dans les années 2000. Et qui a fourni la moitié du monde à l'époque. Et qui avait arrêté en 2012. Et donc, il m'a dit, voilà, on a cette filière à monter, française. Eric, m'a dit, et là, il faut il va s'y remettre et on va monter déjà une industrie ici pour faire ça.
Et bon, cette personne-là, qui est donc le créateur de Valea, le dirigeant de Valea, qui est aussi actionnaire par sa holding de Prism, D'accord. m'a dit, voilà, il faudrait monter une industrie, mais je connais rien sur la partie industrielle. Donc j'ai fait un business plan et j'ai dit, ça marche. Il m'a dit, j'y vais que si t'y vas. Donc j'ai dit, ok, je m'occupe que de l'innovation d'I2A. Bon, donc c'est par rapport à ce que je faisais avant, c'est très réduit. Okay. Et j'ai dit, donc c'est bon, je peux venir. Sauf que derrière, il m'a demandé de prendre le lead et j'ai pris le lead de Prism. Et quand j'ai pris la présidence du syndicat national des fabricants, j'ai dit, Ah oui, t'as vraiment mis les deux pieds dedans. Voilà. Et donc à ce moment-là, bon, j'ai fait rentrer, il y a un fonds anglais que j'ai fait rentrer dans I2A. D'accord. Et j'avais deux solutions, soit je restais, mais il fallait que je sois bloqué 5 ans, mais avec une fonction dont on ne savait pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai préféré sortir. Ok, d'accord. Donc je suis sorti d'I2A, ma famille est toujours. Alors pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, il y a Thibaut qui est derrière les caméras et qui nous demande de pas trop taper sur les micros, ouais. sinon on entend... Pardon. Excuse-moi Thibaut. Voilà, donc du coup je suis sorti complètement d'I2A. Les deux projets, en tout cas, avaient se chevauchaient autant entre I2A et Prism. Okay. Non, mais j'avais encore la partie innovation. Bon, les dernières machines étaient conçues, celles qui sont commercialisées maintenant, donc mais il y a toujours des choses à faire, puisque j'avais monté un labo commun avec le CEA, avec un projet qui avait continué, qui était au niveau européen, donc voilà, même si c'était... Ouais, il y avait quand même pas mal de choses à faire, quoi. Voilà. Du coup, tu montes Prism en quelle année ? En 2020, du coup. 2020. Puisque j'ai fait le business plan en mois d'avril et mai. On a décidé de lancer à ce moment-là. Bon, après, le temps d'enregistrer, c'est passé 2 mois, parce qu'on est pendant l'été, donc, et on est en France, truc qui dure 48 heures aux États-Unis, ça prend 2 mois chez nous. Voilà. Mais, donc on avait lancé les machines, dès le mois de mai, okay. Mais les machines, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour avoir des moteurs, c'était la galère, ça utilisait des semi-conducteurs, etc. Donc, oui. Première machine, on les a présentées début octobre, on a fait toutes les certifications du site, les travaux, etc. Donc on a réellement démarré ici au niveau industriel début janvier sur la première machine, puis février. Voilà, donc on est monté en charge d'abord sur les FFP2, puis après sur les chirurgicaux. Donc voilà, on a mis quelques mois, enfin, plus que quelques mois, puisque on a conçu après aussi les machines chirurgicales, etc. Donc là, pour en quelques mois, vous fabriquez combien de masques par mois, juste pour avoir une idée de volume? C'est assez facile. Sur les FFP2 par run, on fait 30 000. Enfin, on peut monter jusqu'à 100 millions de masques par an. Ah oui. Ouais, okay. Aujourd'hui. Donc si on est vraiment en capacité complète. D'accord. 100 millions. Ouais. Donc avec à peu près la moitié de chirurgie, enfin à peu près pareil sur la partie chirurgicaux et FFP. D'accord. Voilà, puisqu'on a les deux types de masques ici. Okay. Ça, on est vraiment en capacité maximale. Mais à vrai dire, c'est toujours pareil. Si on a des capacités à faire en plus, on rajoute des machines, puisqu'on a la chance de construire nos propres machines. Donc en fait, ouais, c'est presque... en quelques mois, une machine, ça sort de... Maintenant qu'elles sont toutes conçues, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ouais, je comprends. Et alors, est-ce que tu lances ça en 2020 est-ce que finalement il y a vous avez il y a un besoin en face alors oui, c'est-à-dire en fait pour Prism, quand j'ai fait le business plan, je n'ai regardé que la partie hors pandémie. Hors pandémie, ok. Donc ce qui était avant. D'accord. Clairement, et alors je n'ai regardé que la santé, par contre. Et effectivement, en santé, en gros, on peut dire il y a plus ou moins hors pandémie un besoin d'1 milliard de masques par an. Quand tu dis que santé, c'est-à-dire tu parles que la partie santé. Tu parles des hôpitaux, cliniques, enfin tout ce qui est lié à la santé. À la santé. Voilà, okay. Donc ça couvre aussi les EHPAD, etc. Les médecins. Enfin, il y a vraiment toute la santé. Par contre, je compte pas l'industrie, je compte pas l'agroalimentaire, je compte pas il y a tout un tas de secteurs qui consomment beaucoup de masques, mais qui sont d'ailleurs souvent des masques un tout petit peu différents, sauf les chirurgicaux qu'on retrouve de la même manière sur les différents secteurs. D'accord. Mais sur les parties FFP, ce sont pas tout à fait les mêmes masques qu'on utilise en sanitaire et en industrie ou hors sanitaire. D'accord. Donc voilà. Donc sur la partie santé, clairement, il y avait quasiment qu'un fabricant français, encore qui fait partie d'un groupe international,
qui s'appelle Colmy, qui s'appelle toujours Colmy, qui est dans un groupe international qui s'appelle Medicom. Donc il y a plusieurs usines dans le monde de différents types d'équipements. Hein. Donc il n'y a pas que des masques, ils fabriquent à peu près tous les équipements de protection individuelle. Et donc en fait, si on regarde la situation avant 2019, il y a du marché. Le seul problème, c'est qu'il y avait 95% d'achats de masques d'importation parce que c'était moins cher. Voilà. Donc la première pandémie qu'on avait eue à la fin des années 2000, où là, il y avait effectivement toujours pareil, des industries qui s'étaient mises en place comme on avait eu là. Mais au fur et à mesure, les acheteurs avaient privilégié le prix. D'accord. Et donc, effectivement, il y avait quasiment plus de ventes de masques français, quasiment plus de chirurgical et un petit peu plus d'FFP, parce qu'on fait des becs de canard et que c'est quand même très français, justement, puisque à part la personne qui avait inventé ces masques ici, donc qui sont faits en France, D'accord. qui ont continué à être en France, parce qu'en 2012, quand il a arrêté, il a vendu ses plans à une boîte qui existe toujours, D'accord. et qui fait toujours les machines à côté de Saint-Étienne. Donc Okay. Ah oui, c'est une vraie particularité française. Voilà, exactement. Okay. Et donc le troisième, on avait fait aussi aux États-Unis, donc mais c'est les seuls qui sont. Donc il y a que deux. Enfin, alors peut-être qu'il y a des Chinois qui se sont mis, mais les Chinois utilisent très peu ce type de masque en fait. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de marché sur les FFP. Donc le business plan, c'était oui, il y a du marché, mais ça ne peut réussir que si, à un moment donné, on achète français et on n'achète pas chinois. Sinon, ça marche pas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu président, pour dire, président de la filière française sanitaire, pour dire, effectivement, le plan d'action, c'était de convaincre le ministère qu'il fallait absolument que les hôpitaux achètent français. Et que te dit l'État par rapport à ça ? Ça a été assez simple, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord. Ça a été assez simple à convaincre assez facilement parce que on a décortiqué le prix de masque français et on a montré que sur un prix de masque français, 70% de sa valeur restait en France et 38% revenait dans les caisses de l'État. Ah oui, d'accord. Et que si on avait un masque d'origine chinoise, s'il était acheté à un importateur français, parce qu'on n'avait pas prévu le fait que ça soit acheté à des importateurs européens, c'est quand même arrivé. Okay. Donc si c'est un importateur français, il y a 15% de sa valeur qui reste en France et après quelques pourcentages dans l'État. Donc ça veut dire que même si le masque français est beaucoup plus cher qu'un masque d'importation, même économiquement, ça vaut le coup pour l'État de le faire payer. Donc on a convaincu l'État non seulement qu'il fallait acheter français, mais en plus de rembourser les hôpitaux s'ils achetaient les masques français. Génial. Donc c'est ce qu'il y a dedans. Depuis 2021, c'est comme ça. Donc on a la fameuse classe de préférence européenne qui interdit normalement, qui est une instruction que les hôpitaux doivent introduire dans leurs appels d'offres. Ce qui dit que cette instruction dit que il faut que les masques et les matières premières soient fabriqués en Europe. D'accord. Voilà, donc ça nous élimine les masques d'importation chinois. Alors c'est pas pour éliminer les Chinois, hein, c'est parce que les Chinois sont tous subventionnés comme d'habitude, et que donc les masques chinois se retrouvent moins chers que le prix de la matière première. Donc sur la partie financière, il est impossible de concurrencer les masques chinois, puisque de toute façon, ça coûte moins cher que la matière première, donc ça veut dire que de toute façon, voilà. Mais tout ça parce que ils étaient déjà subventionnés en 2019, et la subvention a beaucoup augmenté en 2021. Alors quand on dit subvention, c'est toujours des subventions détournées, hein. C'est pour ça que les requêtes à l'OMC marchent jamais, mais en fait, si vous voulez, c'est comme si ici on fabriquait des masques, mais que le bâtiment nous avait été payé, les machines nous avaient été payées, etc., et que on n'est qu'à payer des matières premières, par exemple, pas très chères, et à ce moment-là, effectivement, c'est plus facile de vendre moins cher. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, mais de toute façon, la Chine subventionne tout, hein, de toute façon. Donc simplement, ils subventionnent plus ou moins. et justement, par rapport à ça, ce cercle vertueux que tu évoquais avec l'État, est-ce que ça fonctionne du coup dans les faits Alors, non seulement on les a convaincus par ça, mais en même temps, on leur a dit, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on fait de la fabrication, ce sont souvent des gens qui sont éloignés de l'emploi ou en situation de handicap. Ça veut dire qu'effectivement, en plus de ça, on embauche, la filière, au moins sur les parties fabrication, on embauche des gens qui sont souvent, qui ont vraiment beaucoup de mal à trouver du boulot. Donc c'est quand même très intéressant parce que s'ils sont au chômage, c'est fait encore plus cher pour l'État en fait. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, on est allé même plus loin.
il y a carrément des critères d'appel d'offres qui sont publiés avec la fameuse clause de préférence européenne, avec un prix qui est plafonné à 25%. Donc normalement, un hôpital ne peut pas mettre un critère prix supérieur à 25% du poids total, avec des critères environnementaux, des critères sociaux, etc. Donc ah oui, parce que vous vendez au poids, c'est ce que tu m'expliquais. Non. La matière première et le prix de la matière première est au poids en fait. Mais nous on vend pas au poids. Bon, ils achètent au masque. Ils achètent au masque. Voilà. Et justement, le coût à l'unité d'un masque, c'est... Ben aujourd'hui, c'est pas très cher parce que du coup, avec le marché qui est très bas, etc. Il y a du dumping de prix et les prix des masques en professionnel sont souvent inférieurs en France. Sur les masques français, sont souvent inférieurs à 3 centimes. Inférieurs à 3 centimes. Ouais. D'accord. Et sur les FFP, FFP2, inférieur à 15 centimes. Ce qui est un prix inférieur au prix 2012. Et pour quelle raison c'est inférieur à 2012 ? Parce que depuis que la pandémie est terminée, il y a eu beaucoup de stocks. Il y avait une production qui était assez importante. Okay. Et des stocks aussi dans les hôpitaux, ce qui veut dire qu'il y a des volumes de commandes qui sont assez faibles. Et du coup, en fait, il y a du dumping de prix, notamment avec des gens qui veulent s'arrêter, mais qui veulent essayer de lâcher leur stock avant. Et donc, qui peuvent dévaloriser leur stock et vendre des masques à perte, etc. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Donc, depuis 2022, le marché de la filière est très compliqué. D'ailleurs, alors, je parle même dans les projets industriels, il y a un certain nombre de personnes, d'entreprises qui se sont arrêtées. Effectivement, j'allais te demander la filière comme ça de création, de fabrication de masques. C'est combien de sociétés aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, il en reste une dizaine. Ah, une dizaine voilà. Alors, on va parler des gens qui voulaient faire un projet industriel. Enfin, à un moment donné, il y avait bien 35 entreprises qui fabriquaient des masques, facile. Voilà. Plus d'ailleurs que quelques petits qui avaient juste acheté une petite chaîne de production en Chine, mais qui faisaient pas un projet industriel, quoi. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, ça faisait beaucoup trop. Alors, est-ce qu'il faut être 10? Est-ce qu'il faut être 8? Est-ce qu'il faut être 6? Est-ce qu'il faut être 12? J'en sais rien. Mais bon, de toute façon, au fur et à mesure que les gens s'arrêtent, la filière commence à disparaître et c'est compliqué pour l'avenir. Voilà. C'est compliqué pour l'avenir. Pourtant, la fabrication de masques, j'imagine que le marché français aura tout besoin, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Oui, mais on est aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup de stocks dans les hôpitaux, parce que comme ils avaient eu peur, dès que les masques ont été disponibles, ils ont acheté beaucoup de masques. Donc ils se retrouvent avec des surstocks. Maintenant que la pandémie est finie, ils commandent plus et ils font baisser leur stock. Donc on se retrouve avec des commandes qui sont très très faibles, puisqu'on se retrouve en gros, suivant les marchés, entre 10 et 30% des commandes. Ce qui veut dire qu'il manque entre 70 et 90% des commandes et donc du chiffre d'affaires. Et donc ça explique pourquoi la filière souffre. D'accord. Et comment vous, chez Prism, vous faites face à cette réalité marché ? Alors comment on fait face ? D'abord, on a quand même pas mal de marchés, donc mais bon, on a quand même peu de commandes, même sur des gros marchés. Et on a lancé l'année dernière une gamme d'appareils de désinfection à vapeur. D'accord. Donc qui nous permet effectivement d'avoir d'autres produits. On devait lancer d'autres produits, comme les blouses, etc., que pour l'instant on n'a pas lancé du coup. Parce que le marché sur d'autres parties est aussi un petit peu... Il y a toujours beaucoup de stock aussi sur le reste maintenant, donc on attend un petit peu que ça s'énisse. Mais effectivement, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, et on attend le stock stratégique est relancé. Là, donc sur la fin de l'année, il y aura des choix de fabricants pour participer au stock stratégique. On espère bien y être. Tu peux expliquer, m'expliquer aussi, et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un stock stratégique ? Alors, comme vous le savez, on n'a pas eu de masque. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas eu de masque, c'est parce qu'on n'avait plus de stock stratégique. Ouais. Quand il y a eu la pandémie d'avant, donc c'est pareil, au début on avait été à court de masques, donc il avait été décidé de faire un stock stratégique d'État. Donc c'est facile, cette année, moi j'ai participé quand on a fait les discussions, donc en 2020-2021, il a été décidé de faire un stock stratégique quand on a eu la pandémie de Covid. Là, en face de toi, qui représente l'État dans ces discussions avec toi ? Ça, sur cette partie-là, on est plutôt avec le ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Voilà. Okay. Donc un peu le ministère de l'Industrie, parce que c'est eux qui étaient beaucoup l'interlocuteur de la filière sur la partie industrielle. Okay. Mais de toute façon, ça concerne le ministère de la Santé. D'accord. Donc en fait, en gros, pour donner l'idée, la Covid-19, c'est 100 millions de masques par semaine, le besoin qu'on a eu. 100 millions par semaine ? Ouais.
Donc, pour vous dire, tout au début, quand la Covid faisait ça, les 4 fabricants qui avaient été réquisitionnés, dont 3 avaient arrêté, hein, mais ils faisaient 3,5 millions. Oh là Voilà. là. Donc là, la question qui s'est posée, c'est de dire il faut 100 millions de masques par semaine. Donc le but, c'était de dire on va faire une filière qui va être capable, quand on fait son ensemble, c'est-à-dire si on tourne en 5-8, c'est-à-dire 24, 7 sur 7, de faire 100 millions de masques par semaine. Ouais, ok. Ce qui n'est pas le cas quand on fait quelque chose, donc même si on a de la filière qui tourne, ça veut dire qu'effectivement, on a considéré que pour passer jusqu'à un 5-8, c'est-à-dire une production maximale, il fallait 10 semaines. D'accord. 10 semaines à 100 millions égale 1 milliard. Donc il a été décidé que le stock stratégique serait d'1 milliard de masques. D'accord. Voilà. Donc avec une grande partie en chirurgical et une deuxième partie en FFP2. En gros 800 millions, 200 millions. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a été décidé en 2021. Mais pour l'instant, il y a eu une partie de stock stratégique qui a été fait juste sur une année, alors qu'il n'y avait pas de ministère de la Santé, enfin du moins il me semble, parce que le problème qu'on a depuis 2022, c'est qu'on a 5 ministres de la Santé qui sont succédés. Et donc quand il y a un ministre qui s'en va, tout le monde s'en va, tous les conseillers s'en vont, y compris ceux qui sont en charge des stratégies sanitaires. Oui, ça veut dire... Et il faut attendre les autres, rediscuter. qui connaissent rien, qui doivent se ressaisir du problème. Ça remet tout en question à chaque fois. Ben en fait, il faut tout reprendre à zéro. Voilà. Donc en gros, on n'avance plus depuis 2 ans. Ah oui, d'accord. Et donc on a quand même, voilà, je vais pas dire du mal de certains, mais en gros, voilà, il y a peut-être une dimension stratégique qui est oubliée de temps en temps par d'autres personnes qui sont des gens administratifs et qui se comportent en personnes administratives en disant voilà, qui font ça, mais c'était pareil pendant la pandémie. Pendant la pandémie, voilà. Il y a des gens qui étaient dans un autre monde. C'est-à-dire des gens qui commençaient à dire, quand on cherchait les masques, par exemple, que il fallait tester les masques avant, il fallait mettre en concurrence, ou bien à un moment donné... Ils pensaient qu'on avait le temps, en fait. Voilà, moi je m'en suis occupé avant d'avoir créé Prism, et avant de connaître la personne de Lunel, j'avais commencé à regarder les approvisionnements au mois de mars, et en fait tout était centralisé... je vais pas dire le nom, mais toujours le même. Et la personne après nous a dit, mais qui prend la responsabilité des masques? Alors qu'on allait nous importer les masques pour les fournir gratuitement. Les personnes voulaient en plus qu'on prenne la responsabilité des masques. C'est incroyable. donc, on leur a dit, non seulement on va pas le faire, mais en plus on va faire une décharge de responsabilité. Parce que déjà qu'on s'occupe de tout, voilà, mais vous savez, quand on a la réquisition des masques qui a été fait, a eu pour conséquence que plus un masque n'est rentré en France. C'est-à-dire un importateur devait payer les masques à la commande. S'ils venaient en France, ils étaient réquisitionnés pour être distribués dans les hôpitaux. Résultat, il n'y en a plus un qui a fait venir des masques en France. Oui, bien sûr. Donc on a perdu un mois ou un mois et demi. Et après, une fois que ça a été... Ils ont enlevé l'interdiction, c'est là où vous avez eu toutes les grandes surfaces qui ont affrété les avions. Résultat, il y avait plus de... Les frettes étaient complètement saturées et on n'arrivait pas à faire venir des masques non plus parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que derrière, on n'arrivait pas à faire atterrir les avions. Oh là là, c'est incroyable ce que tu racontes. Et que le dédouanement, qui prenait une semaine habituellement, continue à prendre une semaine. Ah oui, d'accord, il n'y a pas eu d'optimisation. Il n'y avait pas plus de monde, pas plus de douaniers qui ont été mis en place, etc. Donc... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des trucs qui ont été décalés. On manquait vraiment de masques et l'envers du décor était quand même pas si optimisé que. Mais disons que voilà, on ne vit pas tous dans le même monde. Disons que certaines personnes n'avaient peut-être pas le, comment dire. Ouais, la même réactivité en tout cas. Et puis surtout ne se rendaient pas compte de la situation dans laquelle on était, quoi. Mais du coup, comme ça change, tu dis souvent d'interlocuteur. Ce fameux stock stratégique d'1 milliard de masques, est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il va se faire? Alors, il n'est pas fait. Alors, par contre, Santé publique France a acheté beaucoup de masques. À partir du moment où il y en avait. D'accord. Sauf que ces masques étaient en péremption à 2 ans ou 3 ans quand c'était les Chinois. D'accord. 5 ans quand c'était les Français. Donc, du coup, ils vont de toute façon arriver... Enfin, les masques chinois sont tous en péremption. D'accord. Les masques français qu'ils ont achetés vont se périmer d'ici 2 ans. Donc, à un moment donné, il faut forcément remplacer ce stock. Sûr, voilà. Mais donc, il y a eu un lancement avec des choix politiques qui ont été faits, on ne sait pas trop par qui, mais qui étaient pas forcément les bons.
Et puis là, on attend le suivant, mais là, il y a presque une année qui a été sautée, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour la filière, parce que le but du stock stratégique, c'est effectivement stratégiquement de pouvoir faire face à une pandémie le temps que l'appareil industriel se mette en route complètement, mais c'est aussi soutenir cette filière industrielle. Oui, qui est en train de... Manifestement, le soutien à la filière industrielle n'est pas vu de la même manière de la part des fabricants et de certaines administrations. C'est dingue, c'est dingue. Et est-ce que, au même titre, tout à l'heure, on parlait d'I2A sur le diagnostic. Effectivement, tu m'as scotché avec quelques statistiques, enfin, en tout cas de situations qui pourraient malheureusement arriver. Est-ce que c'est le cas aussi, toi, dans ton univers de fabricant de masques? Est-ce qu'il y a en vue une potentielle, en tout cas statistiquement, une autre pandémie qui pourrait... Ah ben il peut y en avoir plein de pandémies. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'en ait pas eu en 10 ans. Ah, t'es même surpris qu'on n'en ait pas eu plusieurs. Ah oui, c'est-à-dire statistiquement, on devrait en avoir tous les 3, 4, 5 ans. Mais là, les dangers, on peut en sortir tant qu'on veut. Ouais. Alors la Covid peut-être moins aujourd'hui, même s'il y a un nouveau variant où les vaccins sont moins actifs. Du coup, c'est pour ça qu'ils relancent pas les campagnes, ils les relancent que pour les gens à risque. D'accord. Et d'ailleurs, il faut qu'ils se fassent vacciner, les gens à risque. Ouais. Parce que ça les empêchera pas d'avoir le Covid, ça les empêchera d'avoir une forme grave. Ouais. Et comme c'est ceux qui décèdent quand il y a des formes graves, ils ont tout intérêt à le faire. Voilà, les autres, ben écoutez, t'as des Covid, c'est comme si t'avais la grippe, ou etc. Enfin, plus ou moins, suivant les personnes, ça peut être plus ou moins embêtant, mais il y a pas de forme grave pour quelqu'un qui a pas de facteur de risque, ou extrêmement peu. D'accord. Voilà, alors, je mets un bémol parce qu'on sait pas ce que donne le Covid long, évidemment, aujourd'hui. Donc, il y a pas de retour, un problème. Mais on a plein de dangers, hein. Le danger le plus immédiat pour moi, c'est celui de la grippe aviaire, qui est sous surveillance, mais vraiment très importante de la part de l'OMS. D'accord. Si on regarde l'évolution de la grippe aviaire, dont je rappelle que l'épidémie, c'est surtout en Europe, c'était quelques cas par an avant. L'année dernière, c'est plus de 900 cas par an qui sont passés de l'animal à l'homme, parce qu'il a beaucoup muté. Et donc maintenant, le passage de l'animal à l'homme est beaucoup plus simple. Et donc là... Pourquoi il est beaucoup plus simple, ce passage? Parce qu'il a muté. Le virus a muté. Comme la Covid. C'est exactement ça. De toute façon, les virus mutent tout le temps. Okay. Donc là, maintenant, le danger, c'est pour ça que l'OMS suit vraiment beaucoup ça, c'est que s'il continue à muter et qu'il se transmet de l'homme à l'homme, alors là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus embêtant que la Covid, parce que le taux de mortalité actuel de la grippe aviaire, c'est plus de 50%. Ouh là là. Donc sur les 900 cas qu'on a eu l'année dernière, il y a eu plus de 500 morts. Ah oui, mais c'est dingue. Enfin, ou alors c'est moi, mais j'en ai pas forcément entendu beaucoup parler dans les médias. Ah ben en tout cas, l'OMS, la grippe aviaire est sous surveillance depuis maintenant un petit moment. Ah oui. Et ça va être de plus en plus. Voilà. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a aussi, alors c'est plus loin que nous pour l'instant, risque moins, mais il y a un ou deux virus qui nous embêtent un peu, qui sont au Japon. Au Japon. D'accord. Alors pour l'instant, qui restent confinés au Japon, qui sont pas encore très importants, mais là c'est pareil. Si ça mute et que d'un seul coup ça envoie, ça peut devenir très compliqué. Et voire même très très compliqué, parce que toi tu dis le stock stratégique, en tout cas sur ton segment d'activité, est toujours, on serait à nouveau pas prêt en fait. C'est ce que tu dis. Là aujourd'hui on serait prêt parce qu'il y a quand même encore beaucoup de stock, etc. Y compris hors stock stratégique. Ok. Oui. Voilà. Oui, donc là il y a du stock. Ouais. Donc là on pourra. Là, je pense qu'il y a du stock qui reste, donc on pourrait quand même faire enfin, je pense que ça pourrait faire face. Et il y a toujours l'appareil industriel qui est là, donc ça serait assez facile de le remettre en route. C'était pas si loin que ça, hein. Début 2022, on était pratiquement au maximum de prod, hein. Donc. D'accord, mais pourquoi alors l'État met autant de temps à renouveler ce stock stratégique? Tu vois, c'est plus ça, en fait, le fond de ma pensée. Mais côté politique, on le sait pourquoi, puisque depuis 2022, il y a eu 5 ministres, donc 5 changements d'équipe, donc les gens ont pas le temps d'arriver, qu'ils sont déjà partis. Donc la partie politique n'impulse pas, et quand même la partie stratégie, c'est sur la partie politique, hein, parce que les autres font ça sur la demande des politiques. Si d'un seul coup, c'est une décision politique de faire un stock stratégique. Si quelqu'un veut l'arrêter, ce sera une décision politique. Ouais. Et puis et donc voilà. Et puis après, alors est-ce qu'il y a des considérations financières? Je suis pas convaincu parce que comme je le disais tout à l'heure, au moins sur les masques, je pense que on est dans une économie entre guillemets circulaire qui fait que ça crée de la valeur. Donc je pense pas que ça soit une incidence.
On a lancé les gants depuis en période sanitaire. C'est déjà une incidence financière plus importante. Mais on a des gants français maintenant. Voilà. D'accord. Donc pas chez nous, mais on a lancé la filière des gants et on va lancer les blouses après, etc. C'est clair, parce qu'en 2009 on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de blouse, on n'avait rien en fait. C'est incroyable. Incroyable. Donc alors qu'il y a 20 ans, on avait des industries de masques, on avait des industries de blouses, on avait des industries de gants, etc. Et tout le monde est parti ailleurs à cause du prix. Puisque les gens achetaient le prix le moins cher, donc au fur et à mesure, il n'y a plus de marché pour les fabricants français. D'où effectivement aujourd'hui ces instructions. Alors le problème de ces instructions, c'est que le ministère a fait ce qu'il fallait, mais les acheteurs non. Donc ça a mis beaucoup de temps pour être mis en place. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est gagné. Donc le ministère disait qu'il ne pouvait pas, si les acheteurs n'achetaient pas français, qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais finalement, à force de leur montrer qui n'achetait pas français et que, voilà, je pense que stratégiquement, ça a été compris et aujourd'hui, je pense que tous les acheteurs ont une pression phénoménale de la part de l'État, du ministère pour acheter français. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben oui, d'autant plus qu'ils sont remboursés dès la différence de coût, donc il n'y a aucune raison qu'ils n'achètent pas des masques français. Mais est-ce que du coup, ça a un impact concret sur le chiffre d'affaires de Prism ? Alors pour l'instant, pas trop, parce que comme je le disais, on a beaucoup de marchés. Dans tous nos marchés, je pense que ça représente... Alors, on a certains petits marchés, parce que les fameux FFP3, c'est-à-dire les masques, ils sont super protecteurs. Les volumes sont quand même peu importants. On a quand même plusieurs marchés qui groupent des régions. On a des gros marchés FFP2 qui normalement devraient beaucoup apporter en termes d'activité, et on a quelques marchés chirurgicaux qui sont en termes de volume assez importants, mais en termes de chiffre d'affaires un peu moins, puisque les masques chirurgicaux sont beaucoup moins chers. Mais notre problème, c'est effectivement les volumes de commandes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est comme les autres. Nous, on a des marchés où les gens font entre 0 et 50% de leur marché. C'est fou ça. Donc voilà, en moyenne, il nous manque 70% de notre chiffre d'affaires. Donc ça va revenir au fur et à mesure que les stocks vont baisser. Peut-être, on voit bien qu'on a vu qu'il y avait des hôpitaux qui utilisaient des masques périmés, on a vu qu'il y avait des hôpitaux qui étaient sur plusieurs marchés, on voit de tout. Voilà, dans ce domaine-là, c'est très particulier. Plus je t'écoute, et c'est incroyable tout l'envers du décor qu'il peut y avoir derrière un business comme le tien, entre le décalage entre l'action et entre les prises de décision et les actions opérationnelles du côté de l'État, des différents marchés pour acheter. Enfin, c'est hyper challengeant l'univers de la fabrication de masques. C'est très compliqué, et pourtant, en ayant 80% du marché sur la partie 2A, c'est une partie que je connaissais bien le public. Oui. Là, je le traite. Alors aujourd'hui, nous, sur tout le marché, on a à peu près 40% des hôpitaux sur lesquels on a un marché sur un type de masque ou un autre. C'est déjà pas mal, en 3 ans. Ouais. Mais par contre, on voit bien que sur cette affaire-là, on a acheté qu'aux acheteurs, ce qui n'est pas le cas sur nos produits 2A, où on a affaire aux utilisateurs, et où tu peux montrer ta valeur ajoutée des machines, etc. Ce qu'on a aussi maintenant sur nos nettoyeurs à vapeur, quand même, un petit peu plus. Ouais. Mais sur les masques, clairement, s'il n'y a pas les instructions de l'État, je pense que tout le monde rachète des masques chinois. Ah oui, la seule chose qui les intéresse, c'est de payer le moins cher possible. Et ils achètent des masques français que parce qu'ils sont remboursés, sinon ils n'achèteraient pas. Ah oui, d'accord. Alors je dois dire que leur mission qu'ils leur est donnée, il leur a pas été dit d'acheter des masques français quand ils ont un directeur, parce que moi j'ai discuté avec des gens quand ils appliquaient pas les recommandations du ministère, alors qu'elles étaient publiées. Alors on avait des choses assez bizarres, mais alors des choses que je peux comprendre, c'est les gens qui disent mais non, mais moi je le mets pas parce que mon directeur m'a dit tu achètes le moins cher. C'est ça ma mission. Ouais, la règle de base c'est celle-ci, voilà. Point quoi. Peu importe mais la qualité. Je rappelle quand même que ce que je dis, Monsieur le maire a dit au ministère on doit gagner 10 milliards. Il leur a pas dit on doit acheter français ou on doit faire moins de on doit vérifier la partie environnementale ou la partie sociale. Ouais. Donc l'acheteur, en général, sa mission, c'est d'acheter le moins cher possible. Donc quelque part, quand il me dit ça, c'est quelque chose où je dis, ben oui, mais bon, c'est la direction qui lui a dit ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé avec les ministères en demandant de faire de cette manière-là. Là où c'est plus surprenant, c'est qu'on a des acheteurs des fois qui, quand ils appliquaient pas, qui me disaient, c'est pas le ministère qui va me dire ce que je dois faire.
Ah, carrément. Alors ça me convenait un peu moins, parce que en gros, c'est quelqu'un qui disait, voilà, j'ai mon ministère de tutelle, qui me dit, voilà, mais moi je fais comme je veux, et en gros, c'est pas eux qui vont me dire ce que je dois faire. Alors voilà, bon, ces gens vont rentrer. Je pense que tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure. Alors je dois dire aussi que même s'il y a des remboursements, j'en ai discuté la semaine dernière à Santexpo avec des acheteurs, encore une fois, eh ben ils ont mis des procédures à suivre, où il y a des choses à remplir en un temps limité, où il manque des lignes, où il faut suivre les critères complets. Alors évidemment, comme dans les critères complets, ils ont mis plein de choses. Donc il y en a qui ont eu du mal à se faire rembourser, etc. Donc il va falloir que je revienne à la charge avec le ministère pour qu'on simplifie un petit peu tout ça, parce que ce qu'on a dans les entreprises quand on dit que c'est compliqué, c'est aussi pareil quand ils sont entre eux. Donc pour se faire rembourser, ça a l'air d'être des procédures un peu lourdes et un peu complexes, et ça marche pas toujours, si j'ai bien compris le remboursement. C'est incroyable. je reviens quand même sur ton histoire. À la base, quand même, je rappelle, tu es informaticien. En fait, ouais. Hein. Ouais. Tu montes une première société qui existe encore et qui fonctionne extrêmement bien, qui s'appelle I2A sur le diagnostic, la partie en tout cas diagnostic. Là, tu as monté Prism il y a peu. T'es quelqu'un manifestement qui plein de ressources et qui monte des business quand même qui ont, en tout cas, en plus pour te connaître, et je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, de tout ce que tu fais avec Leader Montpellier, etc. Enfin, tu es quelqu'un de très engagé sur le territoire, pour en tout cas les entreprises françaises, etc. et des entreprises à mission. Enfin, on peut pas dire que t'aies pas choisi des activités qui font du sens et qui nous aident, nous, Français, à mieux vivre en tout cas. D'où ça te vient ce souhait de t'engager en tout cas dans I2A, dans Prism? J'ai l'impression que demain tu pourrais pas monter une boîte qui en tout cas qui n'aiderait pas qui que ce soit un truc un peu, en tout cas, c'est sûr. Je prends un exemple dans I2A, quand on a fait toute la partie automatisation, analytique à un moment donné, il y a des grosses machines qui prennent en fait les échantillons quand ils arrivent et qui les traitent automatiquement. Okay. Voilà. Donc là, le but, par contre, pour nous, il y a effectivement une valeur ajoutée. C'est pas simplement supprimer des parties techniques, c'est aussi standardiser, gagner du temps et pouvoir tout intégrer. Il se trouve que cette partie-là était adaptable à la partie agroalimentaire. D'accord. Ça permettait de libérer des lots beaucoup plus tôt. Du coup, on a eu beaucoup de demandes agroalimentaires, mais clairement, on s'est dit, mais quelle est la valeur ajoutée de notre machine si on fait l'agroalimentaire? Elle est que les gens, ils vont licencier des gens, ils vont sortir des lots plus vite, ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, l'intérêt après, on va dire, sociétal, il est pas très important. Donc, on a arrêté de faire cette partie agroalimentaire. Et on l'a pas faite. Et alors que vous auriez pu faire un chiffre d'affaires significatif. Et on va mettre nos ressources sur la santé, et on va faire d'autres choses dans la santé. Voilà. Parce que effectivement, comment dire, quand on a des gens chez nous, quand on a des gens, je prends I2A parce qu'évidemment j'ai plus de retours, mais on a été primé dans les meilleures innovations sur la partie justement aide pour la lutte contre les maladies infectieuses. Justement avec ces histoires où on peut faire du 6 heures au lieu de 48 heures. Attention, je prends l'hémoculture, donc les septicémies. Le taux de mortalité est inversement proportionnel au délai où on rend les résultats. D'accord. Bon, voilà, sur un certain nombre de maladies. Donc quand on dit qu'on peut faire du 6 heures au lieu de 48 heures, du coup évidemment on va sauver un certain nombre de vies, etc. Et on va aussi réduire beaucoup les résistances des bactéries aux antibiotiques. Donc donc on l'a montré, etc. Du coup on a été primé aux États-Unis sur ces innovations-là. D'accord. Mais évidemment pour nos équipes, ça nous amène pas de marché. Mais pour nos équipes, ça nous amène la fierté de la part des gens qui disent voilà, c'est nous qui avons fait ce produit ici. Donc voilà, je crois que t'es venu, je sais pas si t'es venu à la VAR chez... non, j'ai pas pu. Voilà, évidemment, les gens sur place, quand ils voient que la VAR est utilisée partout dans le monde, etc., c'est fait à Montpellier dans une boîte qui... Alors, je t'interromps effectivement, parce que là, tu fais référence pour que les gens comprennent, tu fais référence à la société Vogo, exactement. Qui est à Montpellier également. Exactement. Tu parles effectivement, et comme tu es président de Leader Montpellier,
Effectivement, les adhérents de Leader Montpellier étaient invités à visiter, en tout cas, l'entreprise Vogo, qui Christophe, un des cofondateurs, a eu la gentillesse de nous présenter. Merci d'ailleurs, Christophe. Pardon, juste pour repréciser. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on voit bien que les gens qui sont dedans sont fiers de voir que leur système est utilisé. Mais par exemple, la fierté, ils ont beaucoup insisté dessus. On pense à la VAR. Mais eux, ce qu'ils nous ont plutôt présenté, c'est la détection automatique des traumatismes crâniens. Ah oui. Qui va pouvoir être maintenant mis chez les amateurs, qui aujourd'hui n'ont pas de moyens de détecter des traumatismes crâniens à l'occasion des matchs. Et grâce au produit de Vogo, ça va pouvoir oui, venir. c'est vrai que Vogo, instinctivement, est connu pour le système de la VAR qu'on voit au rugby, au foot maintenant, depuis quelques temps maintenant. Mais effectivement, on pense moins à ces systèmes-là. Et effectivement, le sentiment de fierté des équipes est juste exceptionnel. Ouais. Voilà, parce que du coup, il y a un intérêt aussi, on va dire cette fois-ci médical. Évidemment, tout ce qui est médical est plutôt intéressant. Donc, c'est exactement ce que fait I2A. C'est-à-dire que le fait d'avoir des détections, par exemple, I2A fournit la moitié des données épidémiologiques à la France. On a un réseau chez I2A où on a interconnecté les hôpitaux et les labos. Et donc, on a un réseau national depuis 1995. Wow. Donc, on a toutes les données épidémiologiques des résistances des bactéries aux antibiotiques depuis 1995. Donc, on est capable de faire des alertes automatiques pour dire attention, on a une augmentation de résistance sur cet antibiotique et ce germe-là. Donc, c'est déjà arrivé que les ministères mettent des restrictions d'antibiotiques parce qu'I2A avait prévenu le ministère en disant qu'il y avait certains problèmes thérapeutiques. Et donc, et on a la moitié des données de la France par l'Europe sont de notre réseau, sont du réseau qu'a monté I2A. C'est génial. Voilà. Et donc là, évidemment, les gens qui sont chez nous, ça veut dire que là, ça nous amène à rien parce qu'on fait ça gratuitement. Mais ça veut dire que les gens sont quand même derrière, ils se disent au moins on sert à quelque chose, quoi. Ouais, et puis franchement, j'ai envie de te dire bravo, Christian, parce que oui, mais on n'est pas les seuls, il y en a plein. Oui, mais pour te connaître un peu, je suis très content aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, t'interviewer parce que je te côtoie un peu au quotidien et c'est vrai que ton altruisme est assez extraordinaire. J'aime bien, en tout cas, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à vouloir t'interviewer aujourd'hui. L'exemple que tu donnes sur I2A, effectivement, finalement, tu aurais pu faire du chiffre d'affaires en allant dans le secteur agro et tu t'y refuses pour que ça reste cohérent avec tes valeurs, ta promesse d'entreprise, effectivement, pour que toi et tes collaborateurs soyez fiers de ce que vous portez et de voir aussi ce que tu fais aussi au travers de Prism. Finalement, tu te bats aussi pour nous, Français. Demain, il y a une autre pandémie. Alors, ok, tu me dis, il y a du stock. Mais j'ai entendu aussi que le stock est en train il va falloir le renouveler, etc. Mais enfin, je blague un peu, mais en tout cas, moi, je te vois au quotidien, tu te bats pour nous, tu te bats pour les entreprises du territoire. Et j'ai envie de dire, achetez français, achetez Prism. Oui, après, Prism, pour l'instant, évidemment, I2A a plus de 30 ans d'histoire, donc forcément, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses. Sur Prism, c'est très jeune. Bien sûr, c'est jeune, mais néanmoins, la filière que tu expliques, moi, je savais pas avant d'échanger avec toi sur cette filière qui est plutôt sur le déclin à la base. Hein, tu le disais tout à l'heure, il y avait une trentaine d'entrprises il y a quelques années, aujourd'hui à peine une dizaine, alors que acheter des masques, les hôpitaux, les EHPAD, etc., on auront toujours besoin. En fait, en t'écoutant, je suis à la fois surpris, frustré. En fait, j'ai plein d'émotions qui me traversent quand je t'écoute parce que je me dis voilà un entrepreneur français qui a en plus qu'on n'est pas à son premier galop d'essai, parce que I2A, c'est quand même une belle entreprise. Je ne sais pas si on peut donner un chiffre d'affaires, si tu es autorisé. C'est entre 10 et 11 millions d'euros. 10 et 11 millions d'euros, et combien de collaborateurs ? Une centaine. Une centaine, et tu disais tout à l'heure, vous avez 80% du... Il y a 80% du marché français à peu près équipé, ouais. C'est quand même un succès incroyable, hein, on peut le dire. Félicitations, et merci Christian pour ce que tu fais à travers I2A. Et là, tu es en train de refaire, je dirais presque... En prenant le projet Prism, tu prends toute la filière, en devenant en plus président de la filière. Comme d'habitude, je te connais un peu, tu fais pas les choses à moitié. Et là, j'ai l'impression que tu pars pas en guerre, mais en tout cas, Oui, et puis on est au début de Prism. Alors c'est vrai que c'est un peu tôt, mais on a pas mal de projets.
déjà on travaille beaucoup sur le recyclable, on a commencé à faire de l'éco-conception, nous, des masques, pour justement faciliter le recyclage. On a commencé à travailler pour faire des masques biodégradables qu'on fera bien un jour. Et puis on a un truc, c'est quand même, on vient de poser un France 2030 avec le CNRS et le CHU. D'accord. Alors je peux pas dire ce qu'il en est, mais on va travailler sur des technologies de rupture sur Prism. Donc d'ici 2-3 ans, j'espère bien qu'on aura quelque chose sur le marché qui sera totalement novateur. Des masques complètement innovants. Et qui permettra peut-être de résoudre des problèmes de santé publique. Via des masques. Via des masques. Via des technologies qu'on utilise dans les masques, forcément, mais puisque c'est ce que fait Prism. Génial. Via des choses qui sont dans Prism. Mais là, c'est trop tôt. Peut-être que si on discute de Prism dans 5 ou 10 ans, il y en aura peut-être des trucs qui seront complètement, enfin, il y aura forcément des trucs qui seront complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui. C'est incroyable, c'est génial ce que tu nous annonces, Christian. Génial. Alors, je l'ai évoqué, effectivement, tu as Prism, mais tu es aussi tu es très engagé dans le tissu local montpelliérain et plus largement à l'Hérault. Tu es président également de Leader Montpellier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais. Alors, en fait, j'étais un peu comme les autres, d'abord. On n'était pas connus à I2A, pourtant on avait déjà beaucoup de marchés, mais on était très orientés sur nous-mêmes. Parce qu'on avait beaucoup de travail. Donc, on a eu vraiment toujours beaucoup de succès sur nos produits. Donc, on a commencé que par du logiciel, sur la résistance des bactéries aux antibiotiques. Puis, on a fait les premières machines qu'on a automatisées. Puis, on a fait le pré-analytique. Puis, on a ouvert toute la gamme. Donc, voilà. Et effectivement, on est peu orienté sur les dossiers quand même. Donc, mais on a fait 3 dossiers avec l'Anvar, puis Oseo, etc. On a d'ailleurs été, je crois, meilleur projet français à un moment donné par Anvar, sur une année où on a posé quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que on a commencé au BIC à Montpellier. On a toujours été suivi par des gens, même si on faisait pas beaucoup de dossiers. Et on est dans un environnement ici à Montpellier qui est quand même extrêmement propice, au moins à la création d'entreprises et à la partie incubation, etc. Voilà. Et je pense que la région, alors. Oui, il y a un écosystème solide. C'était la région solide. LR, je crois, qui était aussi très dynamique, pour cette partie-là. Donc c'est vrai que je connaissais pas beaucoup de monde, mais j'étais quand même pas mal sollicité, à la fois pour Leader qui s'est créé en 2010, mais aussi par le pôle de compétitivité. Finalement, j'ai rejoint. Donc j'étais dans les entreprises qui ont créé le pôle Eurobiomed, au départ. Et puis du coup, à partir de là, je me suis dit, bon tiens, je vais m'intéresser effectivement à l'écosystème local. Et donc j'ai commencé à m'impliquer un petit peu paradoxalement, beaucoup dans la French Tech, puisque j'ai participé avec le ministère sur la French Tech 2 pour définir ce qu'il fallait faire dans la French Tech 2 à partir du moment où il y avait la première French Tech. Je suis allé avec Macron, qui était ministre de l'économie à cette époque-là, à New York, à Los Angeles et à Boston. D'accord, ok. Et donc voilà, et puis j'avais créé une filiale aux États-Unis, une filiale au Canada, la partie asiatique, etc. Donc je faisais beaucoup d'international quand même. Et donc effectivement, j'ai commencé à m'impliquer. Alors j'ai refusé, j'étais dans le bureau Leader, mais voilà. Et puis quand il y a eu la fusion, j'ai pris la présidence de Leader sur la partie LR, parce qu'il y avait qu'un leader au départ. D'accord. Et puis quand il y a eu l'Occitanie, on a décidé de faire des leaders, on va dire, territoriaux. Ouais, quand tu dis LR, c'est leader... c'était le Languedoc-Roussillon. Exactement. Voilà. Donc il y avait qu'un leader qui existait pour tout le Languedoc-Roussillon. Ouais. Mais quand on a eu l'Occitanie, on a dit de toute façon c'est beaucoup trop grand. Déjà que le LR, le Languedoc-Roussillon, c'était trop grand en fait. On a dit ça pourra pas marcher si on fait une seule association. Donc on a décidé de les faire par territoire. Et à ce moment-là, j'ai pris j'ai pris la présidence de la partie Montpellier, c'est-à-dire la partie Hérault. Il n'y a pas que Montpellier, comme vous savez. Ouais. Il y a des entreprises à Lunel, des entreprises à tout le Pic Saint-Loup, il y en a quand même pas mal. Il y en a quelques-unes dans le centre Hérault. Il y en avait un peu à Béziers. Ils ont essayé de faire un réseau là-bas, mais bon voilà, il faut aussi, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, et on a encore nous quelques adhérents qui viennent de l'Aude ou même du Gard toujours, alors qu'il y a 3 grappes dans le Gard, mais qui veulent rester à Montpellier, donc qui sont restés affiliés à Montpellier. D'accord. Voilà, donc.
Et on retrouve ton altruisme, en tout cas, avec déjà toutes tes activités. Voilà. Tu le trouves encore et tu prends le temps, et tu le fais tellement bien d'ailleurs, en tout cas d'accompagner d'autres entreprises Voilà. dans leur Donc, développement à l'objectif de travers leader, c'est ça, c'est de partager des choses et d'essayer d'aider nos entreprises à réussir leur projet de développement et à créer la valeur dans nos territoires. Le principe, c'est quand même de créer la valeur dans nos territoires. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout ce que je mène, c'est ça. Alors après, la French Fab, c'est plus national, hein, donc on est plus à un niveau national sur la partie industrielle, etc. Même si c'est pas tout à fait les mêmes, comment dire, j'allais dire problèmes, peut-être pas les mêmes problématiques dans certains territoires que ici. Voilà, il y a des territoires, ils trouvent vraiment personne en termes d'industrie. C'est-à-dire? Ils trouvent personne. S'ils veulent un fondeur, ils en trouvent pas. S'ils veulent un soudeur, ils en trouvent pas. Il y a des territoires, il y a personne. Il y a plus personne. Ouais. Donc ils n'arrivent pas à trouver. Alors que c'est pas tout. Il me semble pas que. Alors non, on fait pas de soudure, on fait pas. Mais il me semble que c'est moins le cas ici quand même. Ouais. Mais alors on est dans une région qui est peu industrielle, donc aussi, hein, pour l'instant. D'accord. Nous sur Montpellier, l'Hérault, enfin un peu Béziers, mais. Ouais. Mais voilà. Mais effectivement, je m'occupe pas mal de choses maintenant qui sont externes à Prism. Bon, déjà, je m'occupe du syndicat, qui rejoint Prism quand même. Je rejoins la French Fab, etc. Alors, quelque part, leader, voilà, il y a un peu plus d'éléments liés à Prism que ce qu'il y avait sur I2A. Hein. I2A était très spécialisé dans une partie diagnostic, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de Prism? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur de Prism? Qu'on soit pris dans le stock stratégique, puisque là, l'appel d'offres est sorti, le résultat, ça sera à la fin de l'année. Ah, on croise les doigts, alors. Voilà, ça c'est sûr, parce que sinon, ça sera compliqué. 2, que les stocks se vident dans nos hôpitaux, qu'on passe des commandes. Après, le reste, on se débrouille, on a plein de produits en carton, puisqu'on a déjà monté toutes les machines. On a déjà des machines en 3D qui sont prêtes à lancer pour plein de choses. Ouais. Voilà, et plein de projets de R&D, comme je te disais. Ouais, donc, ce côté-là, ça manquera pas. Et en même temps, vous avez réussi effectivement avec d'autres produits pour passer un peu la tempête. Oui, mais c'est tôt pour nous, parce que du coup, on venait de se créer. Attention, on a eu plein d'opportunités, parce que bon, il y a des choses qu'on fait en collaboration, ce qu'on fait pour l'appareil de désinfection. Mais on a d'autres choses sur lesquelles on a regardé, d'autres technos sur lesquels on était prêt à investir sur certaines choses, mais qu'on n'a pas fait parce que soit quand on a regardé le marché, on s'est dit que c'était pas bon, soit parce que on avait des gens qui pour moi étaient complètement décalés par rapport à ce qui pouvait être fait, etc. Soit en termes de des gens qui voyaient pas le marché tel qu'il était, ou qui avaient pas fait d'études et qui voyaient pas que les prix qu'ils voulaient faire ne pouvaient pas correspondre à un marché, ou soit ou derrière c'était trop tard à force de tergiverser sur certaines choses, etc. Donc on a eu quelques opportunités où ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas été fait. Mais on reste après, notre but c'est pas de prendre des produits parce que si tu prends des produits que tu les vends pas, ça sert à rien. Ouais, bien sûr. Donc bien sûr. La question c'est d'avoir la valeur ajoutée, ce qui est le cas dans notre appareil de désinfection. Hein, donc pour terminer cet épisode d'Hors Norme, moi je trouve ton parcours fou quand même. Hein. Tu pars d'études d'informaticien à démarrer une super boîte qui s'appelle I2A depuis ton garage il y a pas mal d'années maintenant, quelques décennies. On te retrouve aujourd'hui avec un super projet comme Prism qui je trouve te définit assez bien, en tout cas pour les entreprises en France, du territoire. On retrouve ton altruisme naturel de défendre Prism, mais au-delà comme d'habitude, parce que Christian va toujours au-delà, et donc du coup il s'occupe de la filière, plus leader et la French. Voilà, ça fait pas mal d'activités, mais ça te représente bien, je trouve. Est-ce que, en ayant fait tout ça, est-ce que aujourd'hui tu t'imaginerais faire autre chose ou pas du tout, ou tu es bien où tu es dans ce que tu fais? Alors, autre chose, pas de problème. D'ailleurs, les masques, c'est très différent. Ça reste dans la santé, mais c'est quand même très différent du diagnostic. Et quelque part, c'est vrai que notre équipe de R&D, avec qui je suis très proche toujours de I2A, des fois les gens me disent, mais t'as vu, moi justement, dans le fait de dire, ce qu'on a fait, jamais on pensait qu'on ferait ça. Ouais. Et je disais à ces personnes-là, notre directeur R&D, les équipes, je dis, mais si, bien sûr que si.
on aurait fait autre chose, on aurait fait d'autres produits, mais toujours aussi innovants, etc. Et voilà. Ouais. Et donc évidemment, il y a plein de choses à faire dans Prism, mais on les fera. Mais je pense que je ferai aussi d'autres choses, notamment dans le Diag où je suis un peu frustré parce que si on avait fait l'entrée en bourse, j'aurais fait plein de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Mais d'ailleurs, juste effectivement, avant de clôturer cet épisode, j'ai une petite question parce qu'effectivement, tu disais, on touchait I2A, tu touchais l'utilisateur final. Est-ce qu'il n'y a pas je sens une petite pointe de frustration d'avoir affaire à des acheteurs côté masque qui te frustrent parce qu'on le sent, on sent que t'adores innover, t'as une idée à la minute. Je sens cette pointe de frustration et d'être face à ce système qui est quand même assez lourd. Et pourquoi ça me frustre? Parce qu'on est en face de gens qui en fait s'intéressent pas aux produits qu'ils achètent, qui s'intéressent juste par exemple au prix, ou qui derrière, alors là c'est à la limite c'est ceux qui sont mais si tu veux, quand on se rend compte qu'on a des gens qui ont plusieurs marchés, on a des hôpitaux, on a 2 marchés chez eux. On a des hôpitaux, on les appelle pour dire est-ce que vous avez encore du stock et est-ce qu'on peut vous... Ils disent on n'est pas en marché avec vous. Et on leur dit mais si vous êtes en marché, vous avez déjà passé des commandes. Ça veut dire qu'ils ont d'autres marchés qui passent des commandes à d'autres. Ce qui est interdit par la loi. Et ça, mais ils le font quand même. Ah oui, d'accord. La dernière fois, Jérôme, notre directeur commercial, est allé dans un hôpital. Il se trouve que le masque était obligatoire. C'était au mois de janvier. Donc, comme il n'avait pas pris de masque avec lui, il prend des masques. Et puis il s'aperçoit, il distribue les masques. C'était des boîtes avec du chinois dedans. C'était écrit tout en chinois. Donc il ouvre, il regarde la péremption. C'était en avril 2022. On était en janvier 2024. Et il dit, c'est quoi ça? Et donc, il continue à utiliser les masques périmés. Et la fille lui a dit, ah ben oui, on fait les masques périmés, comme ça on n'a pas besoin d'en racheter. C'est fou. Donc en gros, ça nous fait économiser de l'argent. Et en plus, alors j'ai pas dit le nom de l'hôpital quand je suis allé au ministère, mais je leur ai dit, vous savez qu'il y en a qui vendent des masques périmés depuis 2 ans, c'est pas depuis un mois, depuis 2 ans. Et donc le ministère me dit, et en plus, parce que quand je leur ai décrit la boîte, il dit, en plus, c'est les masques qu'ils n'ont pas payés, puisque c'est nous qui leur avons filé par l'ARS. Voilà. Donc en fait, ils utilisent des masques périmés qu'ils n'ont même pas achetés. Et pendant ce temps-là, moi qui connais la filière, on a des producteurs qui ne vendent pas de masques parce qu'ils n'ont pas de commandes. Donc sincèrement, moi c'est clair que c'est un marché. On va vite faire de l'innovation et des choses comme ça parce que ça sera autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Faire valoir un savoir-faire, comme tu disais sur. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes me disent, quand j'ai eu un acheteur qui me dit c'est pas le ministère qui va m'expliquer ce que je dois faire, j'ai envie de lui dire mais tu faisais quoi toi en mars et en avril 2020? Tu avais des masques? Tu en avais pas. Donc là, on est en train de faire en sorte qu'on ait toujours des masques à des prix qui sont cohérents parce que quand on a eu des masques. Vous avez vu ce qu'on a payé, quoi, hein. Rien que SPF a payé 3 milliards d'euros de masques en 5 mois. Donc, 3 milliards d'euros juste pour acheter des masques. Ouais, c'est fou. C'est un truc de malade, quoi. Donc, par exemple, pour donner un exemple, un stock stratégique, au prix on voulait les faire, ce qui sera pas le cas, c'est 20 millions par an, le prix du stock. Ils ont dépensé 3 milliards en 4 mois, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça paye 150 ans de stock stratégique. Non mais c'est pour ça, quand les me disent oui mais on va pas mettre, j'ai dit si on va le mettre pour soutenir la filière, c'est pas ce qu'ils ont fait malheureusement. Mais bon voilà, donc c'est vrai que ça me fait un peu râler. Donc c'est vrai qu'il me tarde d'avoir des prix, des produits un petit peu plus techniques, avec un peu plus d'innovation. Alors si je me mets à la place de l'acheteur, attention, il y a des choses je peux le comprendre. Si je prends des masques chirurgicaux, quand je prends un masque chinois et un masque français, quand je les regarde. Pour moi, c'est le même produit, donc je prends le moins cher. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, ils sont pas capables de faire les tests, etc. Mais par contre, là, après, on a d'autres choses. C'est qu'on voit bien que les masques d'importation ont un certain nombre de défauts. Alors, par exemple, les FFP, c'est quand même incroyable. Alors, je crois que on m'a dit que maintenant, là, ils ont fait une série de contrôles à l'importation, là. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont été refusés. Ils ont tous le certificat, Oh là là. Mais quand on discute avec, on a un organisme, simplement pour les FFP, notifié en France, qui s'appelle l'APAV. Nous, on a fait les tests de masques d'importation, ici, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour faire les tests complets. On en a 80% qui marchent pas, enfin, qui sont pas aux normes. D'accord. Mais l'APAV nous a confirmé que quand ils faisaient les tests, ils en avaient au moins 75% qui étaient effectivement pas aux normes. Donc ça veut dire quand un acheteur achète un FFP2 qui vient de Chine, il a 3 chances sur 4 pour que son masque ne soit pas aux normes. C'est dingue. Et pourtant, il a un certificat. Incroyable.
Voilà. Incroyable. Et ça, c'est le genre de truc, moi, je supporte pas. Je peux te comprendre. Et puis en plus, on sent que tu aimes ça, que tu es passionné, que tu as encore envie de nous proposer des choses innovantes. J'ai hâte de... Oui, mais là, c'est même pas l'innovation, c'est le fait de dire que ça marche. Ces masques FFP2 sont utilisés pour les protéger dans le cas de problèmes infectieux. En t'écoutant, je suis presque moi aussi en colère en me disant mais c'est dingue, soutenons les entreprises françaises pour que tu puisses, toi, te développer correctement, pour que tu puisses mettre en œuvre toutes les idées d'innovation que tu as, parce qu'on c'est pas au marché chinois où il faut attendre de l'INO, etc. Oui, mais là, ce qu'on essaie de faire, par exemple, là-dessus, c'est on est à la Commission de normalisation européenne, du coup, chez Prism. Ouais. Donc, on est en train de leur dire, faisons les contrôles sur le sol européen. Voilà. Okay. Parce que je suis pas convaincu que le masque ne soit pas bon au départ. D'accord. Alors, les masques craignent l'humidité, craignent la chaleur. Si on est en Chine, on va sur les silos à Shanghai. Puis après, on fait un transport par bateau, là, dans une cale. On peut pas dire que ça soit des conditions idéales pour le transport. Et ensuite, ça passe, normalement, souvent, il se trouve qu'il y a des, pour la partie filtration, notamment, il y a des champs électromagnétiques et c'est ça qui fait que ça marche ou pas par rapport à une péremption. Ça, on le sait. D'accord. Donc, si ça passe sur des UV, etc., quand il y a des contrôles de marchandises, peut-être qu'il y a des modifications de ça. Donc, peut-être que ces masques, ils étaient bons quand ils ont été fabriqués et il y a un organisme notifié qui a fait des tests là-bas, ça marche peut-être. Et peut-être qu'ici, il marche pas. Donc, faisons un test ici. Demandons, puisqu'on sait qu'il y a un problème et que c'est un problème infectieux. Et, moi, je pense qu'on a des soignants qui ont pris le Covid parce qu'ils n'avaient pas des masques qui marchaient. Oui, d'accord. Donc, et ça, je trouve ça inacceptable. C'est-à-dire que si on a un truc qui marche pas, il faut pas l'utiliser, quoi. Bien sûr. L'exemple type, c'est, on sait maintenant que les masques auriculaires ne marchent pas. Les Anglais les ont mis en premier et les ont interdits. Les Français les ont testés. L'Institut national de recherche scientifique. Le résultat, c'est ça marche dans moins de 1% des cas. Donc ça marche jamais. Et ben ces masques sont toujours pas interdits en sanitaire. Je suis désolé, mais ils ont publié ça en 2022, on est en 2024, ils sont toujours. Donc quelqu'un peut toujours acheter ces masques en sanitaire. Ouais. On a encore des EHPAD qui les achètent parce que c'est. Alors les hôpitaux, je pense qu'ils sont tellement prévenus que ils les achètent plus, mais ils pourraient. Et je sais qu'il y a encore des EHPAD en 2023 qui ont acheté ces types de masques. Ouais. Et on a que des gens qui ont des facteurs de risque dans les EHPAD. Donc en fait, ils achètent des masques qui protègent personne. Et ça, je trouve ça, c'est fou. Je trouve ça complètement normal. C'est vrai, quand je t'écoute, si je résume, enfin, tu as sorti quelques stats affolantes, hein, soyons clairs. Et en même temps, je suis tellement heureux de savoir aussi qu'il y a des gens comme toi qui tous les jours montent sur le ring pour faire en sorte que les choses, en tout cas, aillent dans le bon sens. Ouais. Ça c'est sûr que. Et à des fois, on est sur le ring, effectivement. Tu es pas mal et pas sur les talons. Pour te connaître, tu es souvent, en tout cas, sur la pointe des pieds. En tout cas, merci Christian pour cet échange. Merci pour nous avoir partagé une partie de ton histoire professionnelle, ton activité qui est à la fois qui n'est, en tout cas l'environnement n'est pas simple, mais en tout cas la façon dont tu le fais et la façon dont tu le penses et tu le réfléchis tout le temps avec 3 coups d'avance et on sent que tu es pour l'instant freiné un peu par cette grosse machine qui est face à toi, mais en même temps on sent que, te connaissant, je sais que tu vas y arriver. On aura bientôt, je sais pas quand, mais des masques innovants de Prism sur le marché. Et s'il vous plaît, achetez français. Vous avez la chance d'avoir des entrepreneurs comme Christian qui mènent des combats de front sur notre territoire et qui font les choses avec un savoir-faire extraordinaire. Qui, en tout cas, je sens à chaque fois dans tout ce que tu fais et ce que tu as fait, t'y mets tout ton être, ton cœur, et tu veux à chaque fois, en tout cas, tu as le souci de l'exigence pour que ça soit à chaque fois d'une qualité maximale. Donc, merci pour ça, Christian. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, interrogations, n'hésitez pas à me contacter via mon compte LinkedIn. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes.
Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.